Ce SMS ne m'était pas destiné. Mon doigt planait sur l'écran, tremblant légèrement en le relisant. 3 ans de mariage, et il n'a fallu que 12 mots pour briser les fondations que je croyais avoir construites sur des bases solides. J'ai hâte de te retrouver ce soir. Elle est à son club de lecture. Tu me manques. Je me souviens d'être assise devant notre îlot central de cuisine, celui que nous avions choisi ensemble, à discuter gentiment du granit et du marbre, et de sentir mon monde basculer. Le granit était froid sous mes paumes lorsque j'ai posé le téléphone. L'écran s'est assombri comme si je pouvais faire disparaître ces mots. Ce jeudi-là, ce n'était même pas ma soirée club de lecture. J'étais rentré tôt du travail avec des plats thaïlandais à emporter. Son bloc-notes préféré était noué avec des cacahuètes en plus parce qu'il avait dit être stressé par une échéance. La maison était silencieuse à mon arrivée. La porte de notre chambre tremblait légèrement. J'ai entendu la douche couler et j'ai décidé de lui faire une surprise. C'est alors que j'ai remarqué que son téléphone sur la table de nuit s'allumait avec une notification. Je ne suis pas du genre à fouiner. Je ne l'ai jamais été. Mes parents avaient un mariage bâti sur une suspicion épuisante qui a fini par s'éteindre. Et je m'étais juré de ne jamais vivre comme ça. Mais quelque chose dans l'aperçu de ce message m'a attiré comme une force gravitationnelle. Le nom en haut était celui de Mélissa de la comptabilité. Mélissa de son bureau. Celle qu'il avait mentionnée plusieurs fois au dîner. Toujours en passant, toujours professionnelle. La même Mélissa qui lui avait envoyé une carte de Noël l'année dernière avec un mot manuscrit que j'avais trouvé étrangement personnel. La Mélissa dont le nom est apparu dans son historique de recherche lorsque j'ai emprunté son ordinateur portable le mois dernier pour consulter mes emails. Les résultats de recherche montraient ses profils sur les réseaux sociaux. Debout dans notre chambre, je tenais son téléphone, j'entendais l'eau couler et je sentais ma gorge se serrer. Le temps s'étirait comme une caresse. Devais-je le confronter immédiatement ? Attendre qu'il finisse de se doucher ? Faire comme si je ne l'avais jamais vu. À cet instant, j'ai fait un choix qui allait tout changer. J'ai rangé son téléphone exactement comme je l'avais trouvé, pris mes clés et laissé la nourriture sur le comptoir avec un mot. On m'a rappelé au travail, mange sans moi, je t'aime. Mais je ne suis pas retourné au travail. J'ai conduit jusqu'au parc à 3 pâtés de maison de chez nous, garé ma voiture sous un chêne immense et me suis enfin autorisé à tout ressentir. La trahison m'a profondément blessé. Pas seulement la liaison, mais la désinvolture avec laquelle il avait mené sa double vie. Combien de nuits m'avait-il touché avec des mains qui venaient de lui envoyer un SMS ? Combien de fois avais-je mentionné mon club de lecture, lui fournissant sans le savoir l'alibi parfait ? Je suis resté assise là jusqu'au coucher du soleil, à regarder les familles préparer les pique-niques, les adolescents lancer des frisbees, les couples marcher main dans la main. Tous ces moments normaux qui se déroulaient pendant que ma vie volait en éclats. Mon téléphone a vibré, un message de lui. Merci pour le dîner. Je travaille tard ce soir sur le projet Henderson. Ne m'attends pas. Le projet Henderson était terminé depuis 2 semaines. Je le savais parce qu'il avait fêté ça avec l'équipe dans un bar du centre-ville. Je l'avais pris dans mes bras parce qu'il avait trop bu, du moins c'est ce qu'il prétendait. Ce soir-là, je suis rentré après minuit. Il dormait, ou faisait semblant. Je me tenais sur le seuil de notre chambre, observant sa poitrine se soulever et s'abaisser, scrutant ce visage que je croyais mieux connaître que le mien. Dans son sommeil, il ressemblait trait pour trait à l'homme que j'avais épousé. Gentil, fiable, à moi. Mais il ne m'appartenait plus. Peut-être ne l'avait-il jamais été. Je n'ai pas pleuré cette nuit-là. Au lieu de cela, je suis resté assise dans notre salon jusqu'à l'aube, à faire défiler les photos sur mon téléphone. Le jour de notre mariage, les vacances, les selfies idiots au restaurant, à la recherche d'indices que j'aurais pu manquer. Quand l'homme sur ces photos avait-il décidé que je ne lui suffisais pas ? Le lendemain matin, j'ai joué à la perfection le rôle de l'épouse sans méfiance. J'ai préparé du café, je l'ai embrassé pour lui dire au revoir, je lui ai demandé comment allait sa journée. Chaque geste ordinaire me donnait l'impression de marcher sur du verre brisé, mais mon visage ne trahissait rien. En sortant, il évoqua le barbecue d'anniversaire de sa mère prévu pour ce week-end. Maman m'a expressément demandé si tu pouvais préparer ton fameux guacamole, dit-il en me serrant l'épaule. Tout le monde adore ça. Sa mère, ma belle-mère, Dorothy, la femme qui m'avait accueilli à bras ouverts dans sa famille, mais qui ne m'avait jamais vraiment laissé oublier. Je n'étais pas exactement celle qu'elle avait imaginée pour son précieux fils. La femme qui affichait encore des photos de sa petite amie du lycée sur sa cheminée,
à côté de notre photo de mariage. La femme qui m'avait un jour présenté par hasard comme sa femme actuelle lors d'une réunion de famille. C'est là que l'idée m'est venue. Juste un murmure. Vraiment, une pensée dangereuse qui aurait dû me choquer, mais qui m'a fait l'effet d'une première inspiration profonde après avoir frôlé la noyade. Bien sûr, répondis-je avec un sourire qui n'atteignit pas mes yeux. Je ne raterais ça pour rien au monde. Alors que sa voiture s'éloignait, je pris une autre décision. Je n'allais pas le confronter tout de suite. Je n'allais pas hurler, jeter ses vêtements sur la pelouse ou allumer sa voiture comme un cliché de mauvais film. Non, cette trahison méritait quelque chose de plus mémorable, quelque chose qui correspondrait à la froideur et à la méchanceté de sa tromperie. J'ai pris mon téléphone et ouvert mon ordinateur portable. D'abord, j'avais besoin d'informations, et je savais exactement par où commencer. Retrouver Mélissa n'était pas difficile. 4 ans de mariage m'avaient rendu complaisante, mais pas stupide. Je connaissais son mot de passe de messagerie, ses identifiants de stockage cloud, et j'avais même activé le partage de localisation, soi-disant pour savoir quand il rentrait du travail. Ces miettes numériques dressaient un tableau qui me retournait l'estomac à chaque nouvelle découverte. Leur liaison ne datait pas de longtemps. D'après les échanges de courriels que j'ai trouvés, soigneusement cachés dans un dossier intitulé « Rapport budgétaire 2023 », ils se fréquentaient depuis au moins 8 mois. 8 mois de mensonges. 8 mois où je lavais les draps qu'ils avaient probablement tachés ensemble. 8 mois où ils rentraient tard à la maison avec des excuses concernant des rendez-vous clients et des délais serrés. J'ai trouvé une confirmation de réservation pour un week-end dans un vignoble à 3 heures de chez moi. Ce même week-end, il m'avait annoncé qu'il assistait à une conférence marketing à Chicago. J'ai découvert des frais de carte de crédit pour des bijoux que je n'avais jamais reçus et des dîners dans des restaurants que j'avais mentionné vouloir essayer. Des restaurants qu'il avait qualifiés de surfaits ou trop chers. Le pire, ce n'était pas la liaison en elle-même. C'était la prise de conscience que je vivais dans une fiction soigneusement construite. Chaque fois que j'exprimais un soupçon, aussi léger soit-il, il me donnait l'impression d'être irrationnel, paranoïaque, indigne de confiance. Tu sais, je ne te ferai jamais ça, disait-il, l'air blessé. Tu ne me fais pas confiance du tout? Du gaslighting classique. Je m'étais excusé d'avoir douté de lui. J'avais travaillé plus dur pour être l'épouse parfaite, plus compréhensive envers ses nuits blanches, plus reconnaissante de son dévouement à sa carrière, moins exigeante de son temps et de son attention. 4 jours après avoir découvert le message, j'ai enfin trouvé son profil Instagram. Mélissa Harper, 32 ans, blonde, d'une beauté naturelle qui rend les autres femmes à la fois envieuses et complexées. Son fil d'actualité était soigneusement sélectionné. Photos de fitness, dîners élégants, galeries d'art et plages exotiques. Aucune trace de mon mari, bien sûr. Ils étaient trop prudents pour ça. Mais une photo m'a figé net, un gros plan sur la main d'une femme tenant un cocktail. Un délicat bracelet en or était visible à son poignet. La légende disait, la plus belle surprise de quelqu'un de spécial. Il sait toujours exactement ce dont j'ai besoin. J'ai reconnu ce bracelet. Il était identique à celui que j'avais admiré dans la vitrine d'une bijouterie lors de notre voyage d'anniversaire l'année dernière. Quand je l'ai signalé, mon mari a hoché la tête d'un air absent, en disant qu'il était joli, mais hors de prix. 2 semaines plus tard, un débit de cette même bijouterie est apparu sur notre relevé de carte de crédit. Lorsque je lui ai posé la question, il m'a expliqué qu'il avait offert un cadeau d'anniversaire à sa mère. Son anniversaire était dans 6 mois. Cette nuit-là, alors que mon mari dormait à mes côtés, je restais éveillé, reconstituant la chronologie de mes trahisons. Les voyages d'affaires interminables. L'abonnement soudain à la salle de sport auquel il était si attaché. La nouvelle eau de Cologne qu'il avait commencé à porter. Le simple fait d'essayer quelque chose de différent. Le mot de passe de son ordinateur portable qui n'avait pas fonctionné quand j'avais essayé d'imprimer un document pour le travail, l'obligeant à le saisir rapidement lui-même. La façon dont il avait commencé à emporter son téléphone dans la salle de bain pendant les douches. J'avais remarqué toutes ces choses, mais je les avais ignorées, choisissant de croire que l'homme que j'aimais ne me ferait pas de mal de cette façon. Je lui avais fait entièrement confiance, je l'avais défendu farouchement auprès d'amis qui s'inquiétaient gentiment de ses absences de plus en plus fréquentes. Il construit sa carrière, lui avais-je expliqué. Nous investissons dans notre avenir. Quel avenir? Celui où il finirait par me quitter pour Mélissa ou celui où je resterais dans l'ignorance béate tandis qu'il poursuivrait indéfiniment sa double vie. La douleur était physique,
une douleur constante sous mes côtes qui m'empêchait de respirer normalement. J'ai perdu 2,5 kg cette semaine-là, simplement parce que la nourriture avait un goût de cendre. Dormir était devenu un luxe que je ne pouvais pas me permettre, car je passais mes nuits à éplucher les preuves numériques de sa trahison. Au travail, je gérais mes journées en mode pilote automatique, hochant la tête aux moments opportuns pendant les réunions, souriant machinalement aux blagues de mes collègues. Un soir, alors que je préparais le dîner ironiquement ses lasagnes préférées, ma sœur m'a appelé. Nous avions toujours été proches, nous nous parlions plusieurs fois par semaine, mais j'évitais ses appels depuis que j'avais découvert sa liaison. Elle me connaissait trop bien. Elle entendrait immédiatement la fracture dans ma voix. « Dis donc, l'étranger, a-t-elle dit quand j'ai enfin répondu. « Tu es vivant là-bas » ? Juste occupé, ai-je répondu en essayant de paraître normal. Le travail a été une folie. Un silence. « Ça va ? Tu parles mal. » J'ai failli tout lui dire. Le texto, Mélissa, les mois de mensonges. Les mots me montaient à la gorge comme de la bile. Mais quelque chose m'en a empêché. Le dire à voix haute rendrait la réalité plus réelle que je n'étais prête à l'affronter. Plus important encore, ma sœur insisterait pour que je le confronte immédiatement, que j'exige des réponses, que je demande le divorce, selon la méthode conventionnelle. Je vais bien, mentis-je. Je lutte juste contre un rhume. Après avoir raccroché, je remuais la sauce machinalement, regardant la cuillère en bois créer des tourbillons rouges sur la casserole en inox. C'est alors qu'un autre SMS est arrivé de lui. Coincé au travail. Ne m'attends pas, j'ai posé l'écran de mon téléphone sur le comptoir et j'ai continué à remuer. Mon esprit est soudain devenu étrangement calme. J'avais tout donné à cet homme. Ma confiance, mon amour, mon soutien indéfectible lors de ses changements de carrière et de ses crises familiales. Je l'avais soutenu lors du décès de son père il y a 2 ans, coordonnant les obsèques pendant qu'il faisait son deuil. J'avais fait des heures supplémentaires pour nous soutenir lorsqu'il avait voulu prendre 3 mois de congé pour trouver sa passion l'année dernière. J'avais repoussé le moment d'avoir des enfants parce qu'il n'était pas encore prêt. J'avais bâti ma vie autour de lui, et en retour, il m'avait trahi de la manière la plus intime possible, non seulement par cette liaison, mais aussi par l'architecture élaborée de mensonges qu'il avait construite pour la soutenir. Chaque assurance, chaque « je t'aime », chaque promesse d'avenir, tout était désormais contaminé. Je leur avais tout donné et ils m'avaient rejeté comme une peau de chagrin. Je ne pensais pas seulement à mon mari, mais aussi à sa famille. Cette famille qui m'avait accueilli superficiellement tout en me faisant toujours sentir légèrement incompétente. Sa mère, qui critiquait ma cuisine sous couvert de suggestions utiles. Sa sœur, qui me considérait encore comme sa nouvelle compagne après 4 ans de mariage, son père, avant son décès, qui avait un jour, ivre, mentionné que mon mari avait fait un mariage moins bien que prévu. En jetant les lasagnes intactes à la poubelle ce soir-là, j'ai pris une décision. Je n'allais pas simplement affronter mon mari ni le quitter. Non, cette trahison, ce démantèlement complet de ma réalité méritait quelque chose de plus complet. Quelque chose qui l'empêcherait de réécrire notre histoire ou de me faire passer pour la méchante de sa prochaine relation. Quelque chose d'inoubliable. Le barbecue chez ma belle-mère était dans exactement 10 jours. La fête des 65 ans de Dorothy, un événement marquant qu'elle préparait depuis des mois. Toute la famille élargie serait là, ainsi que ses amis proches et ses voisins. Mon mari avait annoncé que ce serait l'événement mondain de la saison dans leur cercle familial, levant les yeux au ciel, mais secrètement ravi du goût de sa mère pour les rassemblements. Je devais agir vite mais avec prudence. Pas de place pour les débordements émotionnels ni pour les décisions hâtives. Cela exigeait de la précision. D'abord, il me fallait des preuves concrètes, au-delà des SMS et des échanges de mails. J'ai donc fait quelque chose dont je ne me croyais pas capable, j'ai engagé une détective privée. Pas un personnage louche de film noir, mais une femme d'âge moyen avec 20 ans d'expérience et des avis en ligne impeccables. Nous nous sommes rencontrés dans un café à 30 mètres de mon quartier. Je n'ai pas besoin de confrontations dramatiques ni de photos embarrassantes, ai-je expliqué. J'ai juste besoin de vérification, de documents et d'informations. Elle a hoché la tête, comprenant exactement ce dont j'avais besoin sans que je le lui explique. Chronologie, lieu, fréquence et confirmation d'identité. Je peux avoir des informations préliminaires sous 48 heures. Elle a tenu parole. 2 jours plus tard, j'avais des photos de mon mari et Mélissa entrant dans un hôtel-boutique du centre-ville, horodaté pendant les heures où il était censé être en réunion avec des clients.
J'avais des enregistrements de leurs conversations dans des lieux publics. Rien d'explicite, mais suffisamment intime pour dissiper tout doute sur la nature de leur relation. Plus précieux encore, j'avais les informations personnelles de Mélissa, son adresse, son numéro de téléphone et ses coordonnées professionnelles. Mais la découverte la plus surprenante ne concernait pas du tout leur liaison. Elle concernait les finances de mon mari. Vous devriez peut-être jeter un œil à vos comptes joints, a mentionné l'enquêteur avec désinvolture lors de notre deuxième rencontre. Quelque chose semblait anormal lorsque je suivais ses déplacements. Cette nuit-là, pendant qu'il dormait, j'ai fouillé en profondeur dans notre situation financière. Ce que j'ai découvert a fait passer la liaison pour presque secondaire. Il détournait systématiquement de l'argent de notre compte d'épargne commun, celui que nous avions ouvert pour l'apport de notre future maison, vers un compte séparé dont j'ignorais l'existence. De petites sommes au début, puis des sommes de plus en plus importantes au cours de l'année écoulée. Près de 30 000 $ avaient disparu. J'ai également découvert qu'il avait contracté un prêt personnel il y a 3 mois sans m'en parler, alors que de telles décisions financières étaient censées être prises conjointement selon notre contrat de mariage. Oui, nous avions un contrat de mariage. Sa mère avait insisté, invoquant la nécessité de protéger son patrimoine familial. L'ironie du sort ne m'échappait plus. Les mains tremblantes, j'ai tout documenté, fait des copies de relevés et les ai transférés sur un compte cloud sécurisé auquel j'étais la seule à avoir accès. Puis j'ai appelé ma colocataire d'université, aujourd'hui avocate spécialisée en divorce dans un autre État. Ne le confronte pas tout de suite, m'a-t-elle conseillé après que je lui ai fait part de mes découvertes financières. Documente tout. Transfère toutes les preuves à une adresse email sécurisée à laquelle il n'a pas accès. Et envisage peut-être de transférer toi-même de l'argent. Juste assez pour être protégé si la situation éclate. Le lendemain, j'ai ouvert mon propre compte et j'ai viré une somme raisonnable de notre compte courant commun. Pas assez pour l'alerter, mais suffisante pour me donner un peu d'air. J'ai également contacté un avocat local spécialisé dans les divorces, fixant une consultation pour plus tard dans la semaine. Mais l'appel le plus important que j'ai passé a été pour ma belle-mère. Dorothy, ai-je dit chaleureusement lorsqu'elle a répondu. J'ai tellement hâte à ton barbecue d'anniversaire. Je me demandais si je pouvais amener quelqu'un de spécial. Une amie du bureau de mon mari qui traverse une période difficile. Je pense qu'être entouré de sa famille pourrait lui remonter le moral. Oh. Dorothy semblait surprise, mais ravie de mon apparente prévenance. Bien sûr, ma chère. Plus on est nombreux, plus on se marie. Comment s'appelle-t-elle? Mélissa, ai-je répondu d'une voix ferme malgré mon cœur battant. Mélissa Harper. Elle travaille avec mon mari en comptabilité. C'est très gentil de votre part de l'inclure, s'est exclamé Dorothy. Je dis toujours qu'on reconnaît le caractère d'une personne à sa façon de traiter les personnes dans le besoin. Si seulement elle savait. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place lorsque j'ai accidentellement mentionné à mon mari que j'avais invité Mélissa au barbecue. Nous prenions le petit déjeuner. Il consultait son téléphone, probablement en train de lui envoyer des SMS, tandis que je beurrais des toasts d'un geste soigneusement contrôlé. Au fait, ai-je dit d'un ton détaché, j'espère que ça ne te dérange pas, mais j'ai invité ta collègue Mélissa au barbecue de ta mère ce week-end. Sa tasse de café s'est figée à mi-chemin entre ses lèvres. Tu quoi? Mélissa de la comptabilité? Ai-je précisé en voyant son visage pâlir légèrement. On s'est croisés hier au café près de ton bureau. Elle a dit qu'elle était nouvelle en ville et qu'elle ne connaissait pas grand monde, alors j'ai pensé que la fête de ta mère serait parfaite. Tu sais comme Dorothy est accueillante. Ai-je balbutié. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Maman est assez précise sur sa liste d'invités. Je l'ai déjà mise au point avec elle. Ai-je répondu en prenant une bouchée de toast. Elle était ravie à l'idée de rencontrer une de tes collègues. Elle a dit qu'il était temps qu'elle rencontre les gens avec qui tu passes tant de temps. La panique dans ses yeux était presque satisfaisante à elle seule. Presque. Tu aurais dû m'en parler d'abord, dit-il d'une voix tendue. J'inclinai la tête. L'image même de l'innocence. Pourquoi? Y a-t-il un problème avec Mélissa? Il s'en remit vite. Des années de mensonges lui avaient été bénéfiques. Non, bien sûr que non. C'est juste que les jeux de bureau peuvent être compliqués. Bon, c'est réglé, dis-je d'un ton définitif. Je lui ai même proposé de venir la chercher, car c'est sur notre chemin. Elle semblait si reconnaissante de l'invitation. Le reste de la semaine fut un véritable cours de tromperie,
une leçon que j'avais apprise des meilleurs. J'ai conservé une façade de normalité parfaite, préparant le dîner, discutant des projets du week-end, et même initiant une relation sexuelle un soir, alors qu'il prétendait être trop fatigué pour ça. Pendant ce temps, je préparais méthodiquement le terrain. J'ai trouvé l'adresse email professionnelle de Mélissa dans l'annuaire professionnel de mon mari et je lui ai envoyé un message chaleureux expliquant que j'avais discuté avec lui de la possibilité de l'inclure à notre événement familial. Il pense que tu aimerais vraiment rencontrer tout le monde, et j'écris. Il ne tarit pas d'éloges sur votre éthique de travail et votre contribution à l'équipe. Elle a répondu en quelques heures, visiblement ravie de voir sa présence légitime dans sa vie, même artificielle. C'est très gentil de votre part. J'adorerais venir. Êtes-vous sûr que sa mère acceptera un invité supplémentaire? Dorothy est ravie de vous rencontrer, lui ai-je assuré. Elle adore inviter les collègues de mon mari aux réceptions familiales. J'ai ensuite rappelé ma belle-mère pour confirmer le projet. Mélissa a tellement hâte de vous rencontrer. Je lui ai dit qu'elle avait beaucoup entendu parler de la famille par mon mari. Dorothy, toujours désireuse d'élargir son cercle social, était ravie. Je veillerai à la présenter à tout le monde. A-t-elle des restrictions alimentaires pour le barbecue? Aucune à ma connaissance, ai-je répondu. Mais je vérifierai avec mon mari. Il travaille en étroite collaboration. Chaque soir de cette semaine-là, tandis que mon mari dormait à mes côtés, cet inconnu à qui j'avais voué ma vie, j'ai peaufiné mon approche. Il ne s'agissait pas de créer une scène ou de l'humilier publiquement. Il s'agissait de justice, froide, calculée et complète. Celle qu'on ne pouvait ni expliquer ni minimiser, celle qu'il n'oublierait jamais. La veille du barbecue, j'avais préparé un petit sac de voyage et je l'avais caché dans le coffre de ma voiture pendant qu'il prenait sa douche. Je m'étais préparé à toutes les éventualités, à toutes les réactions possibles. Je m'étais armé de connaissances, de preuves et, surtout, de l'effet de surprise. Impatient d'être à demain, demanda-t-il d'une voix soigneusement neutre tandis que nous nous couchions. Plus que tu ne peux l'imaginer, répondis-je sincèrement. Je pense que ce sera une journée inoubliable pour tout le monde. Il n'avait aucune idée à quel point j'avais raison. Le jardin de Dorothy avait été transformé pour son anniversaire. Tente blanche, guirlandes lumineuses suspendues entre les arbres, fleurs partout. Dorothy classique, qui ne manquait jamais une occasion de se livrer à des extravagances de bon goût. À 15 heures, l'espace était rempli de membres de la famille, de voisins et d'amis de son country club. Mon mari avait été anxieux toute la matinée, consultant constamment son téléphone, trouvant des excuses pour s'absenter pour des appels professionnels. Je l'avais vu envoyer des SMS affolés, probablement à Mélissa, pour essayer de la convaincre de ne pas venir. Mais j'avais anticipé la situation, préparant une éventualité que je ne lui avais pas communiquée. J'avais prévu d'aller chercher Mélissa en personne. Je pensais qu'on la raccompagnerait. Je l'avais annoncé ce matin-là en appliquant soigneusement du mascara devant le miroir de la salle de bain. Comme elle est en route, je ne pense pas qu'il ait commencé. C'est déjà prévu. Je l'avais interrompu. Elle nous attend à 14h30. L'expression de panique sur son visage m'a presque fait rire. Presque. Quand nous sommes arrivés devant son immeuble, un élégant complexe du centre-ville avec un portier, mon mari est resté dans la voiture. Prétextant une migraine soudaine. Parfait. Je vais courir la chercher, ai-je dit gentiment en lui tapotant le bras. Prends de l'aspirine. J'en ai dans mon sac. Mélissa a ouvert sa porte, éblouissante. Robe d'été, maquillage impeccable, sourire nerveux. Elle s'était visiblement habillée pour impressionner sa famille, inconsciente qu'elle se dirigeait vers un rendez-vous soigneusement orchestré. Quel plaisir de vous rencontrer enfin en personne, dis-je en me tendant la main. Mon mari m'a tellement parlé de vous. Son sourire s'est légèrement estompé. Vraiment? Bien sûr, répondis-je chaleureusement. On y va? Il attend dans la voiture. Le trajet en ascenseur fut rythmé par ses bavardages joyeux sur son impatience de rencontrer tout le monde, surtout sa mère, qui a l'air incroyable d'après ce qu'il m'a dit. J'ai hoché la tête pour l'encourager, la regardant creuser un peu plus profond à chaque mot. Le moment où elle s'est glissée sur la banquette arrière de notre voiture était inestimable, son « salut » lumineux suivi d'un silence stupéfait lorsqu'elle a vu son visage blême. Son regard a croisé le mien dans le rétroviseur, suppliant, terrifié. Une migraine, lui ai-je expliqué. Il en a quand il est stressé, mais il ne raterait l'anniversaire de sa mère pour rien au monde, n'est-ce pas, ma chérie?
Le trajet de 30 minutes jusqu'à la maison de Dorothy fut insoutenable pour eux, délicieux pour moi. J'ai maintenu un flot continu de conversation, les affaires du bureau, les membres de la famille qu'elle allait rencontrer, les blagues de notre mariage. Chaque sujet était une mine soigneusement placée. Quand j'ai évoqué nonchalamment les vacances que nous prévoyions pour notre anniversaire, Mélissa est restée complètement silencieuse. Il t'a parlé de notre projet de renouvellement de vœux à Bali, lui ai-je demandé. C'était son idée. Tellement romantique. Les jointures des doigts de mon mari sont devenues blanches sur ses genoux. Il n'avait pas dit un mot depuis qu'elle était montée dans la voiture. Arrivé chez Dorothy, j'ai pris le bras de Mélissa comme si nous étions de vieux amis. Laisse-moi te présenter à tout le monde, ai-je dit en la conduisant vers le jardin bondé. Mon mari nous suivait, tel un condamné à mort marchant vers son exécution. Dorothy s'est précipitée vers nous, un martini à la main. Tu dois être Mélissa, s'est-elle exclamée. Nous sommes ravis que tu aies pu nous rejoindre. Tout ami de mes fils est comme un membre de ma famille. Maman, interrompit mon mari d'un air désespéré. J'ai besoin de te parler en privé un instant. Absurde. Dorothy lui fit signe de la main. Je veux faire connaissance avec Mélissa. Viens, ma chérie, laisse-moi te présenter à tout le monde. Tandis que Dorothy faisait défiler Mélissa, la présentant comme la collègue de mon fils, je voyais mon mari devenir de plus en plus frénétique, engloutissant 2 scotch d'affilée. Il a tenté à plusieurs reprises de prendre Mélissa à part, mais je suis resté proche, m'immisçant dans chaque conversation, conservant mon rôle d'épouse bienveillante. Le tournant est survenu pendant le dîner. Dorothy avait arrangé les places avec des pancartes, et je l'avais appelé le matin même pour m'assurer que Mélissa soit assise juste en face de mon mari et moi, Dorothy à sa droite. Une position parfaite pour la suite. Au moment où le plat principal était servi, Dorothy trinqua pour attirer l'attention. Avant de manger, je tiens à remercier tout le monde d'être venu célébrer avec moi aujourd'hui. La famille est tout pour moi, et je suis tellement béni de vous avoir tous dans ma vie. Elle se tourna vers mon mari, en particulier mon merveilleux fils, qui m'a toujours rendu si fier, et sa charmante épouse, qui a été une partenaire si parfaite pour lui, en hochant la tête. Mon heure était arrivée. Je me levai lentement, levant mon verre de vin. J'aimerais dire quelque chose aussi, si vous me le permettez. Tous les regards se tournèrent vers moi, y compris ceux de mes maris, maintenant écarquillés de terreur. La famille est vraiment tout, commençai-je, et la vérité est le fondement de la famille. Sans honnêteté, que nous reste-t-il vraiment? Le silence se fit à table. Mon mari attrapa mon bras sous la table. Je le repoussai. J'ai récemment découvert des vérités sur ma propre famille que, je pense, tout le monde ici devrait connaître. Ma voix resta ferme, presque conversationnelle. Par exemple, saviez-vous que mon mari et Mélissa ne sont pas que des collègues? Mélissa se figea, une fourchette à mi-bouche. Ils couchent ensemble depuis 8 mois. Je continuai calmement. D'ailleurs, ils ont passé le week-end dernier au lac Ésidine, alors qu'on m'annonçait qu'il était à une conférence marketing à Chicago. Un halètement collectif se fit entendre autour de la table. La main de Dorothy se porta à son collier de perles. Mais attendez, il y a plus, dis-je en fouillant dans mon sac à main et en sortant un dossier. En découvrant l'infidélité de mon mari, j'ai aussi découvert des anomalies financières intéressantes. J'ai posé le dossier sur la table et l'ai glissé vers Dorothy. Il semblerait que votre fils détourne des fonds de son entreprise depuis plus d'1 an. Ces documents montrent des virements de compte professionnel vers un compte offshore personnel. J'ai surligné les transactions concernées. Mon mari se précipita vers le dossier, mais son frère, toujours plus rapide, le saisit le premier et l'ouvrit, les yeux écarquillés en parcourant le contenu. Ce n'est pas... bredouillai-je mon mari. Pas quoi, demandai-je. Faux. J'ai des copies de tout, y compris les détails du compte offshore. Mélissa, le saviez-vous? Parce que l'entreprise pourrait trouver intéressant qu'un employé comptable soit étroitement impliqué dans une manipulation des comptes. Mélissa était devenue toute pâle. Je ne l'ai jamais fait. Bien sûr, cette liaison aurait pu être considérée comme une affaire personnelle, ai-je poursuivi, si les ressources de l'entreprise n'avaient pas été utilisées pour la faciliter. Voiture de fonction, notes de frais, budget de conférence, tout cela détourné pour financer des escapades romantiques. Je me suis tourné vers Dorothy. Je pensais surtout que tu devais savoir que les boucles d'oreilles en diamant qu'il t'a offertes pour Noël, celles que tu portes en ce moment, ont été achetées avec des fonds volés de l'entreprise.
Tu devrais peut-être conserver le reçu pour le moment où elles seront confisquées, comme preuve. Dorothy porta les mains à ses oreilles, l'horreur se lisant sur son visage. Mon mari se leva et renversa sa chaise. Arrête tout de suite, siffla-t-il. Tu as perdu la tête. J'ai souri sereinement. En fait, j'ai trouvé des éclaircissements et des preuves. Beaucoup de preuves, que j'ai déjà transmises au comité d'éthique de l'entreprise, au conseil d'administration et à la SEC. Ils devraient vous contacter tous les 2 lundis. Le jardin était plongé dans un silence total, à l'exception du grésillement lointain d'une viande oubliée sur le grill. Tous les visages étaient tournés vers notre petit drame. Bouches ouvertes, yeux écarquillés, boissons oubliées. J'ai aussi pris la liberté de rencontrer un avocat spécialisé en divorce, ajoutai-je en me retournant vers la table stupéfaite. Apparemment, l'infidélité combinée à des délits financiers annule certains aspects de notre contrat de mariage. Un territoire juridique fascinant. J'ai pris mon sac à main et en ai sorti une seconde enveloppe, que j'ai tendue à ma belle-mère. Celle-ci contient des documents prouvant que votre fils a systématiquement vidé notre compte d'épargne commun. L'argent que nous économisions pour les études de vos petits-enfants, Dorothy. Vous avez si souvent parlé de ces futurs petits-enfants. J'ai pensé que vous deviez savoir qu'ils étaient volés avant même d'être conçus. Dorothy ouvrit l'enveloppe, les mains tremblantes. En lisant, son expression passa de la stupeur à une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Une profonde déception dirigée vers son fils. « Est-ce vrai ?» lui demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Son silence fut la seule confirmation nécessaire. Je repris mon verre de vin et bus une petite gorgée. Je tiens à remercier tout le monde d'avoir été témoin de ce moment. Cela m'évite de devoir l'expliquer à plusieurs reprises. Puis je me suis tourné vers Mélissa, qui semblait sur le point de vomir sur la nappe hors de prix de Dorothy. Il t'a dit que je ne savais pas, n'est-ce pas? Que nous étions séparés ou en instance de divorce. C'est son habitude. Demande à son ex-petite amie Nicole. Tu te souviens d'elle, Dorothy? Tu as encore sa photo sur ta cheminée. Il m'a dit qu'ils avaient rompu 3 mois avant qu'ils ne rompent définitivement. La main de Dorothy se porta à sa bouche. Et Mélissa, ai-je continué doucement, presque avec compassion. Le bracelet en or qu'il t'a offert, celui de ta publication Instagram du 14 février. J'avais admiré le même l'année dernière. Il m'a dit qu'il était hors de prix avant de te l'acheter. Classique, non? J'ai posé ma serviette sur la table et me suis levé. Dorothy, merci de m'avoir accueilli dans ta famille ces 4 dernières années. Malgré tout, j'ai apprécié ta tentative de m'accueillir. Le barbecue est délicieux. Je suis désolé de ne pas pouvoir rester pour le gâteau. J'ai fait le tour de la table et me suis arrêté derrière la chaise de mon mari. Il ne voulait pas me regarder. J'avais déjà déménagé mes affaires essentielles. Je le lui ai dit doucement. Je demanderai à ma sœur de récupérer le reste la semaine prochaine. Le contrat de mariage stupéfiait les infidélités pour renoncer à la protection des biens. Mon avocat vous contactera. Sur ce, je me suis éloigné de la table à travers l'assistance médusée de ma famille et me suis dirigé vers l'avant de la maison où mon covoiturage précommandé m'attendait déjà, pile à l'heure. Derrière moi, j'ai entendu la voix stridente de Dorothy. « Comment as-tu pu faire ça à ma fête d'anniversaire ?» Mais elle ne me parlait pas. C'était il y a 11 mois. Parfois, je me réveille encore en le rejoignant avant de me souvenir de tout ce qui s'est passé. Les vieilles habitudes ont la vie dure, même quand elles devraient. Le divorce a été finalisé plus vite que prévu. Il s'avère que les hommes potentiellement poursuivis pour fraude financière ont tendance à être étonnamment accommodants lors des négociations de règlement. L'entreprise a porté plainte. Il a plaidé coupable à des accusations moindres en échange de témoignages contre des ossules qui avaient organisé un programme plus large. Mélissa a également coopéré avec les enquêteurs, affirmant qu'elle n'était pas au courant des délits financiers. Peut-être qu'elle l'était, peut-être qu'elle ne l'était pas. Quoi qu'il en soit, elle a été licenciée et la dernière fois que j'ai entendu, est retournée dans sa ville natale en Ohio. Dorothy m'a envoyé une lettre manuscrite 3 mois après le barbecue. 10 pages de papeterie élégante remplies de sa cursive distinctive, des excuses en partie, une explication en partie, une branche d'olive provisoire. Nous nous sommes rencontrés pour le café 2 fois depuis. Conversation guindée pleine de phrasés prudents et de regrets tacites. Elle continue de demander si nous pourrions maintenir une sorte de relation. Je n'ai pas encore décidé. Sa sœur a étonnamment tendu la main immédiatement après le barbecue.
J'ai toujours pensé qu'il cachait quelque chose. Elle a avoué le vin un soir. Il était toujours le préféré de papa. Ne pourrait pas faire de mal. Cela le faisait droit. Nous sommes devenus quelque chose comme des amis maintenant. Parfois, la guérison provient de directions inattendues. L'argent a été principalement suffisamment récupéré pour que je puisse verser un acompte sur une petite maison dans un quartier différent. Simple, propre, le mien. Pas de souvenirs partagés, pas de fantômes dans les couloirs. J'ai peint chaque pièce moi-même, des couleurs qu'il aurait détestées. Les gens me demandent si je regrette la nature publique de la révélation, si je n'aurais pas pu le gérer plus discrètement. Ils confondent ma planification avec la cruauté. Ma précision pour la vindicte. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le secret était son arme. La vie privée a protégé sa trahison. Les ombres ont nourri sa tromperie. J'ai plutôt choisi la lumière. Certaines nuits assises sur mon nouveau swing de Porsche. Je rejoue la scène du barbecue dans mon esprit. Non pour savourer son humiliation, mais pour me rappeler le moment où j'ai récupéré ma dignité. Il y a une différence dans ce moment. Regardez la façade soigneusement construite de sa vie s'effondrer. Je n'exposais pas seulement sa trahison. Je refusais de devenir un accessoire silencieux. Sa mère a appelé la semaine dernière. Sa condamnation approche et elle voulait savoir si j'écrirais une lettre de caractère au juge. J'ai refusé poliment. Certaines dettes ne peuvent pas être payées avec une compassion empruntée. Hier, j'ai reçu une offre d'emploi à Denver. Une promotion importante, un nouveau départ. J'ai accepté immédiatement. Les montagnes m'ont toujours appelé, bien qu'ils préféraient les plages. De petites décisions comme ces choix pris uniquement pour moi-même, se sentent toujours révolutionnaires. Est-ce que je l'aime toujours? C'est la question que les gens semblent les plus fascinés, se penchant en avant lors des dîners, les yeux grands avec une curiosité morbide. La vérité est compliquée. J'adore l'homme que je pensais qu'il était. Je pleure pour l'avenir que nous n'aurons jamais. Mais je ne regrette pas de mettre le feu au beau mensonge élaboré que notre mariage est devenu. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même et pour les autres est de dire la vérité. Cependant, des secrets dévastateurs se transmettent, la vérité, aussi douloureuse, finit par guérir. Quant au pardon, c'est un voyage encore en cours. Pas pour lui, mais pour le mien. J'apprends que le pardon ne signifie pas que la prétention de la trahison ne s'est jamais produite. Cela signifie refuser de le laisser définir mon avenir. La vengeance du barbecue ne visait pas à le détruire. Il s'agissait de refuser d'être détruit moi-même. Refusant de se rétrécir dans le rôle de l'épouse trompée, refusant de porter la honte qui n'a jamais été la mienne. En fin de compte, la vengeance la plus parfaite n'était pas l'exposition publique ou les conséquences juridiques ou même le règlement financier. C'était le moment où je me suis éloigné de cette maison, respirant librement pour la première fois depuis des mois, appartenant à nouveau à moi-même. Parfois, les gens me demandent si je le ferais différemment maintenant. Je donne toujours la même réponse. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas commander de guacamole supplémentaire. C'était, après tout, ma spécialité, et je n'ai jamais pu le goûter une dernière fois à Dorothy Estable. Cette pensée me fait parfois rire. Comment quelque chose d'aussi trivial peut se démarquer au milieu de l'effondrement de la vie? Mais c'est la récupération pour vous. Trouvez de l'humour dans des endroits inattendus. La semaine dernière, j'ai finalement emballé notre album de mariage. Pas une colère ou un chagrin, mais avec le détachement calme de stocker un vieux manuel de collège. Quelque chose autrefois essentiel qui a servi son objectif. Ils disent que la vengeance est un plat le mieux servi froid. Le mien n'était pas du tout une question de vengeance. C'était la vérité servait exactement comme il fallait être, sans faille et complet. Mon thérapeute dit que je fais des progrès remarquables. Je lui dis que c'est parce que je n'ai pas laissé de morceaux de moi derrière quand je suis parti. J'ai pris tout ce qui comptait, ma dignité, mon avenir, ma capacité à faire confiance à mes propres perceptions. Ce matin, je me suis réveillé et j'ai réalisé que je n'avais pas pensé à lui pendant 3 jours entiers. Les progrès ne sont pas linéaires, mais parfois il arrive dans des révélations silencieuses. Les montagnes à l'extérieur de ma nouvelle maison deviennent violettes au coucher du soleil. Personne ici ne connaît mon histoire à moins que je ne choisisse de le partager. Cet anonymat ressemble à un autre type de liberté. L'espace pour me définir au-delà de ce qui m'a été fait. Peut-être que la plus vraie forme de guérison n'oublie pas le passé, mais en se souvenant de lui sans le laisser empoisonner votre présent. Je ne suis pas encore là,
Mais pour la première fois, je peux voir clairement le chemin. Quant aux célèbres barbecues familiaux de Dorothy, j'entends qu'ils sont devenus considérablement plus petits ces jours-ci. Parfois, la justice n'a pas besoin de s'annoncer. Parfois, il arrive simplement, calme comme l'aube, changeant tout dans sa lumière.